comme on le dit souvent, d'une certaine façon. Et c'est comme si les étudiants voulaient déjà tout savoir après une session. Après un premier enseignement, ils voudraient déjà tout savoir. Et donc les gens commencent à poser des questions. Hier soir, c'était un discours, un enseignement très général. C'est très difficile de décider en début de retraite, soit on explique la technique, ou on essaye de donner du sens à ce qu'on est supposé faire pendant cette retraite. Et si on essaye de donner du sens à ce qu'on va faire, ben on se retrouve avec un enseignement très long qui va durer longtemps et pas beaucoup de temps pour expliquer la technique de et la méditation elle-même, marcher ou assise. Et donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont dû se sentir un petit peu perdus aujourd'hui. Peut-être qu'ils regardaient le sol en se disant est-ce que je suis supposé voir quelque chose, découvrir quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, même si on avait passé 10 heures hier soir à tout expliquer, vous auriez toujours des doutes. Il y aurait quand même des doutes. Vous ne seriez toujours pas clair. Parce qu'il y a besoin de temps. On a besoin de temps. Et une fois que nous avons reçu toutes les instructions, et même si tout est écrit, qu'on a tout lu, de toute façon, il y a quand même besoin de temps. Ça prend du temps. Et donc, pour comprendre conceptuellement, et pour ensuite mettre correctement et tout cela en pratique, ça prend du temps. Et c'est exactement comme pour tout le reste dans la vie, comme dans la vie mondaine, comme pour les choses ordinaires, ça prend du temps. On n'apprend pas les choses en une journée, en un jour, 2 jours. Mais d'une certaine manière, il y a cette attente pour les choses spirituelles. Les choses les plus spirituelles doivent être rapides. Et il faudrait que ça arrive en une journée. Nous savons très bien que toute compétence et toute capacité que nous ayons développée, ça a pris des années d'études, de pratique. On accepte cela, ça prend des années pour apprendre des choses. Mais d'une certaine manière, la méditation, qui est supposée et réparer et de réparer certaines choses que d'autres études n'ont pas réussi à réparer. Et d'une certaine manière, on attend de la méditation que le résultat soit rapide, qu'il arrive vite. Et donc, comme on le dit, il faut de la patience. Et particulièrement, il ne faut pas d'attente. Quand le prince devient finalement roi, il est toujours la même personne, comme on le dit dans ses enseignements sur le Mahamudra, et comme on le dit souvent. La chose la plus importante n'est pas sur quoi vous méditez. La chose la plus importante, c'est comment vous méditez, l'attitude. C'est ça qui rentre. C'est l'attitude juste. C'est comment méditer, comment vous méditez, qui va déterminer le progrès dans la pratique. Comment méditer? Et c'est pas tant sur quoi méditer. Sur quoi méditer, c'est très facile. C'est très clairement expliqué. C'est très clair. L'objet de la méditation. Ce qui est difficile, c'est comment. L'équilibre juste. Trouver l'équilibre juste en méditation, ça a beaucoup à voir. Trouver l'équilibre juste, ça prend beaucoup de temps. Ni trop tendu, ni trop relâché. La méditation, c'est comme ça. Trop relâché, trop tendu. Et si facilement, on tombe dans l'un des deux extrêmes. Et on a la sensation que parce qu'il y a un besoin, parfois, et on a besoin de relâcher. Sinon, on va attraper un lung et on va péter les plombs. Mais si on va trop loin et qu'on est trop relâché, alors ça va encourager les distractions. Et donc, à ce moment-là, il faut tendre. Il faut tendre la discipline, tendre la pratique. Et si vous tendez trop, alors de nouveau, vous allez devenir trop tendu, agité, et vous allez attraper un lung.
Donc trouver l'équilibre juste entre ces deux choses, ça prend vraiment très très longtemps. Et c'est pas quelque chose qu'on apprenne à travers l'étude ou à travers la lecture. Bien sûr, on lit et par exemple des biographies, des biographies, d'exemples de méditants. Mais quoi qu'il en soit, et on n'apprend que par les erreurs. Il faut qu'on apprenne, qu'on le fasse, et puis on va apprendre de nos erreurs, par nos erreurs. Et donc c'est ainsi qu'on devient sage au sens général. On devient sage et à travers l'expérience, par l'expérience. C'est par l'expérience, à travers l'expérience qu'on devient sage. En général, dans la vie, c'est comme ça. Les gens deviennent sages, quel que soit le domaine. Donc, quel que soit le domaine, on peut devenir sage en ce qui concerne le bâtiment ou en ce qui concerne l'agriculture, pour un fermier. Cette personne va devenir sage quand elle va atteindre un certain âge. Et parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, et ayant appris de ses erreurs, la personne va devenir sage. Et donc, c'est la même chose pour le méditant. Le Bouddha également faisait des erreurs. Le Bouddha pensait que bien sûr, ça dépend. Moi, de quel Bouddha on parle? Moi, j'aime bien parler du Bouddha et du bouddhisme des anciens, non éveillés, humains, qui faisaient des erreurs au départ. Donc, c'était sa phase d'apprentissage. Et par exemple, les 6 ans d'ascétisme qu'il a pratiqué. Et pour finalement réaliser que l'ascétisme ne menait nulle part, que ça ne valait rien en fait, que ce n'était pas, ça ne conduisait pas à l'émancipation, à la libération. Et donc, le Bouddha avait commencé avec l'extrême de profiter de tous les plaisirs dans sa vie de prince, et ensuite il a été vers l'autre extrême de la mortification extrême, et puis finalement il a réalisé qu'il fallait trouver la voie du milieu. Et c'est pourquoi Sarnath, quand il a rencontré pour la première fois ses 5 premiers disciples, ses compagnons, qui avaient été ses compagnons pendant qu'il pratiquait l'ascétisme, et quand il les a rencontrés de nouveau, la première chose qu'il leur a dit, c'est « j'ai trouvé, bien sûr, la voie du milieu, ils ne voulaient pas l'accepter, parce qu'eux étaient vraiment convaincus que la pratique de l'ascétisme était la façon, l'unique façon. Et donc, quand il leur a dit qu'il avait trouvé la voie du milieu, mais donc, quand on lit des biographies de tout maître de méditation Theravada, de tout maître Chitwa ou des lamas tibétains du passé, quand on lit leur biographie, on voit que leur vie ont été pleines d'erreurs. Et c'est à travers ces erreurs qu'ils ont appris. Et d'où l'importance du gourou. Mais même si on a un gourou, on fait quand même des erreurs, parce qu'on ne peut pas échapper aux erreurs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ainsi qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, et donc il nous faut l'accepter. Donc, on ne devrait pas avoir peur de faire des erreurs. Le méditant ne devrait pas avoir peur de faire des erreurs. Bon, il y a un certain nombre de choses que je dois dire, mais j'ai peur d'oublier. Tout est important. Il y a des choses pratiques et liées à la méditation, mais... Et rappelez-moi à la fin, François, si j'ai oublié des choses importantes, des choses pratiques. Donc, les erreurs. Donc, quand on médite, on va avoir la torpeur, les distractions, la douleur. Donc, toutes ces choses sont communes à nous tous. Par exemple, la douleur, les sensations désagréables. Et parce qu'on est nouveau dans cette pratique, on n'est pas habitué à s'asseoir, les jambes croisées, que le temps qui fait très chaud.
Et l'esprit, quand on rencontre des difficultés dans la méditation, l'esprit immédiatement veut réparer ces choses. Et ça, c'est une grande erreur. L'esprit veut tout régler, veut tout réparer. Et immédiatement, on se dit, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi. Je suis si distrait, je passe mon temps à m'endormir, j'ai tant de douleurs, etc. Donc, et avec cette pensée que c'est seulement moi qui fais l'expérience de ça. Mais sans savoir ou sans réaliser que en fait c'est normal. Et donc, même avant d'appliquer tout antidote que ce soit, il est important de savoir que c'est normal. C'est OK, tout va bien. Et s'endormir, c'est tout à fait OK. Être distrait, c'est OK. Tout est OK. Comme on l'a dit dans la dernière session, on l'a dit, nous ne sommes pas supposés nous battre avec les distractions. Nous ne sommes pas supposés régler le problème de la torpeur. Nous ne sommes pas supposés trouver la posture juste qui permettra d'éviter la douleur. Non, c'est pas ce qu'on est supposé faire. Parce que la vision profonde, le but de la pratique, c'est de voir, de connaître. Le but n'est pas de stopper la distraction, le but est de connaître les distractions et pas de les stopper. Et donc, peu importe le nombre de fois qu'on va dire cela, mais il faut continuer encore et encore à le dire. Il ne s'agit pas de stopper les distractions. Ce dont il s'agit ici, c'est de connaître les distractions. Il ne s'agit pas de stopper la douleur, il s'agit de connaître la douleur. Il ne s'agit pas de stopper la léthargie, l'endormissement. Le but, c'est de connaître, le connaître. Ça, c'est la manière intelligente de les stopper, de les faire se réduire, de les éliminer. Ça, c'est la manière habile de le faire. Et donc, shamatha, vipassana. Normalement, on dit ainsi, shamatha, vipassana. Mais shamatha, vipassana, c'est vraiment... D'abord, on ne peut pas vraiment différencier shamatha et vipassana, qui vont vraiment ensemble. Mais dans les textes, dans les commentaires, shamatha, on dit shamatha et vipassana. Si vous avez une shamatha parfait, alors vous allez avoir une vision profonde, très rapide. Ça, c'est idéal. Mais shamatha vipassana, là, qui est la personne? La personne qui d'abord génère shamatha, doit avoir des caractéristiques particulières. Ça doit être une personne qui possède la caractéristique de la simplicité. Bon, ça peut être un érudit, un grand lama, un grand geshe, mais quand même cette simplicité dans le sens d'avoir le contentement avec la simplicité. Et donc cette qualité de simplicité. Donc avec cette qualité de simplicité, et donc ça implique aussi qu'on ait une bonne éthique, une bonne moralité, mais c'est alors que les obstacles, on pourra dire que vous arriverez à vous défaire des obstacles quand ils s'élèveront, parce qu'ils sont très légers. Les distractions, pour une personne qui vivait dans les montagnes du Tibet dans le passé, les distractions qu'il pouvait avoir étaient beaucoup moins nombreuses que nos distractions dans nos sociétés à nous aujourd'hui. Donc, dans le commentaire, il est dit qu'on peut atteindre shamatha en 6 mois. Dans le commentaire. Mais quand? Eh ben, à une époque particulière, dans un environnement particulier. Dans un environnement comme l'était le Tibet à l'époque, dans ce type particulier d'environnement et de société où il y a très très peu de distractions, les gens vivent très simplement, les gens ont des vies très simples, il y a très peu de distractions. Et donc là, vous pouvez avoir, c'est pas que tout le monde puisse méditer,
c'est pas que si vous êtes quelqu'un de simple que vous puissiez immédiatement méditer. C'est pas ça que ça veut dire. Mais la personne qui a moins de distractions, donc avec moins de distractions, les vagues de l'océan restent à la surface. Donc vous pouvez vous en débarrasser. Et donc vous pouvez alors adopter la pratique de Shiné ou la pratique de Shamatha. Et dès que les distractions s'élèvent, et vous vous en débarrassez, sans que ça cause trop de tension en vous, sans que ça cause de l'ung. Mais quand l'esprit est très plein, très occupé, très distrait, plein d'idées, etc., alors à ce moment-là, cette méthode est extrêmement difficile, parce que vous ne pouvez pas supprimer les obstacles. Et donc, il vous faut trouver des manières différentes d'éliminer, si vous voulez utiliser ce terme, les distractions. Mais ce n'est pas là en les supprimant, mais c'est en les faisant se réduire d'elles-mêmes. Comme les grosses vagues énormes dans l'océan, la seule manière de s'en débarrasser, c'est d'attendre que le vent se calme et que les vagues perdent de la force. Et donc si vous comprenez cela, vous comprenez alors que vous ne pouvez pas vous battre contre les vagues. Mais quand le vent va se calmer, les vagues, petit à petit, vont se réduire. Et donc ça, c'est la manière intelligente. Et donc ici, le méditant ici essaye d'arrêter le vent. Et c'est quoi le vent? De quel vent s'agit-il? Du vent des distractions. Le vent qui fait se proliférer les distractions. Parce que en permanence, on s'implique dans ces distractions. Et parce que tout ce qui s'élève, nous nous impliquons dedans, nous faisons des histoires, etc. Nous nourrissons. Et donc l'effort, cet effort, c'est à travers la vision profonde, petit à petit comprendre que ces pensées, ces émotions, quelles qu'elles soient, par exemple, comprenant que elles s'élèvent exactement là où je suis assis et se dissolvent exactement là où je suis assis. Donc là, on en a moins peur du coup. C'est pas comme si elles venaient d'ailleurs, de quelque part. Ça nous aide à ne pas suivre tout ce qui s'élève dans mon esprit. Comprendre que ça vient pas vraiment du passé ou que c'est simplement le jeu de l'esprit. Et donc plus on comprend cela, moins on va avoir peur de tout ça. Et moins on a peur de tout ça, moins on a peur de ces distractions, de ces obstacles, en comprenant que toutes ces distractions, ces obstacles n'ont pas de réelle substance, qu'elles sont impermanentes, qu'elles s'élèvent et qu'elles passent, et qu'on ne peut pas leur dire de partir. Et donc à ce moment-là, comprenant que c'est seulement en les observant, il suffit de les observer pour voir et pour réaliser qu'elles s'élèvent non invitées et qu'elles disparaissent quand elles le veulent et qu'elles partent sans qu'on ait besoin de leur dire de partir. Mais vous allez voir qu'en méditation, vous allez vous retrouver en train de dire « Non, non, va-t'en à une telle ou telle distraction, tel obstacle. Non, je veux méditer, je dois méditer. Va-t'en, laisse-moi méditer. » Mais on s'implique ainsi dans des conversations avec nos distractions. Comme si on les suppliait de partir. Et donc ça, c'est un exercice qui ne peut pas donner de fruits. Et donc, comprenant que tout est conditionné, que ces choses s'élèvent sans être invitées et partent sans qu'on ait besoin de leur dire de partir, qu'elles s'élèvent et qu'elles passent, nous sommes simplement le témoin, l'observateur. Et plus on observe afin de comprendre, afin de connaître, pas pour stopper. Comme je le dis, dans cette pratique, il ne s'agit pas de stopper, il s'agit de comprendre. Et comment est-ce qu'on comprend? En observant. En observant et d'une manière particulière, simple, donc l'attention simple, nue,
et sur tout ce qui s'élève. Et donc c'est ça qu'on nous dit. Et donc on nous dit qu'il ne s'agit que de phénomènes conditionnés qui n'ont pas l'intention de nous faire du mal, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas l'intention de venir et de nous distraire, qui n'ont pas l'intention de venir et de nous rendre lourds ou léthargiques. Et donc, sachant que dans la pratique, il ne s'agit pas de stopper, mais qu'il s'agit de connaître, et comme je l'ai dit, sachant que nous faisons tous l'expérience de la même chose, et parce qu'il s'agit de connaître, ça veut dire que nous commençons alors à changer de perception. Et nous changeons notre perception. Nous avons appris que quand les pensées partent plus vite, si on ne leur dit rien, elles partent plus vite que quand on leur dit de partir. Donc on apprend ainsi que si on prend du recul et qu'on ne s'implique pas dans ces distractions, eh bien ces distractions vont vivre moins longtemps. Parce que c'est comme si on enlevait tout le fuel qui va les nourrir, qui va nourrir ces distractions. Donc on réalise alors que ces pensées, ces distractions, elles vont partir plus vite. Et si on se contente comme ça de les observer, que si on essaie de les supprimer. Mais également, une chose qu'on va apprendre et qui va faire que notre perception va changer, en ce qui concerne la douleur, en ce qui concerne les sensations désagréables. Et comme je l'ai dit dans d'autres occasions, et alors nous en arrivons à penser, à savoir que peu importe à quel point on n'aime pas la douleur et qu'on n'aime pas les sensations désagréables, mais plus on sait, plus on commence. Comment pourrais-je le dire? Disons que plus on devient familier avec la méditation, alors on réalise que la véritable distraction, c'est pas la douleur, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir qui agite vraiment l'esprit. La douleur n'agite pas l'esprit. Quand il y a douleur, nous sommes très présents avec la douleur. Et il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller ici et là. Et vous êtes toujours là, au même endroit, et quand il y a la douleur. Mais le plaisir, lui, il vous emmène partout. Le plaisir va vraiment nous distraire. Donc pour le méditant, le plaisir est un plus grand obstacle pour le méditant que est un bien pire obstacle que la douleur. Et la douleur, d'une certaine manière, c'est plus facile. Parce que par la pratique, grâce à la pratique, on peut s'habituer avec la douleur. Mais comme on le dit souvent, avec le plaisir, c'est beaucoup plus difficile. Le plaisir, c'est difficile de s'habituer au plaisir. Et s'habituer au plaisir, ça veut dire quoi? S'habituer au plaisir, c'est de ne pas en vouloir plus. Et comme on le sait, c'est presque impossible de ne pas vouloir plus de plaisir. Parce qu'à chaque fois que le plaisir s'élève, immédiatement on est addict, on est accro. Par contre, on n'est pas accro à la douleur. À la douleur, on n'est pas accro. Mais au plaisir, on est accro. Et donc, qu'est-ce qui est plus difficile? Et si on accepte cela, nous ne sommes pas accros à la douleur, mais nous sommes accros au plaisir. Et donc, qu'est-ce qui est plus difficile? De quoi est-il plus difficile de se débarrasser, si vous voulez? Et avec quoi est-il plus difficile de traiter? Qu'est-ce qui est plus difficile de traiter? Et l'addiction, on sait que c'est très difficile. Et nous apprenons cela en observant la douleur, en observant le plaisir, en observant les moments
Donc après 2, 3, 4, 5 jours, vous allez voir que l'inconfort est toujours là, mais que vous y êtes habitué. Et vous vous rendez compte que vous y êtes habitué, que ça ne vous embête plus trop. Mais le plaisir, et à chaque fois qu'on a du plaisir, plus on fait l'expérience de plaisir, et plus on en veut. Donc que ce soit un plaisir extérieur, un plaisir interne, le plaisir euh, 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 intérieur devient alors un obstacle à Vipassana. Les obstacles à Vipassana s'élèvent quand on commence à faire l'expérience d'un peu de shamatha, d'un peu de paix. Quand on commence à faire l'expérience d'un peu de paix, alors pourquoi est-ce que c'est un obstacle? Eh bien parce qu'immédiatement on croit que ça y est, on y est arrivé, le nirvana. Il suffit qu'on ait 2-3 minutes d'absence de pensée, et alors nous pensons que nous avons obtenu une grande réalisation. Nous croyons, nous pensons que c'est une grande réalisation. Mais en fait, c'est un grand obstacle. Bien sûr, un obstacle dans le contexte de vouloir atteindre la libération. Mais bien sûr, ça dépend de ce qu'on cherche. Hein. C'est très important. Ça dépend de ce qu'on cherche. Parce que sinon, oui, ce moment de plaisir comparé à la douleur, oui, bien sûr, le plaisir est mieux que la douleur. Ça dépend de ce qu'on cherche. Mais si l'objectif est vraiment la libération, alors on verra que l'attachement au plaisir, parce que le plaisir est ce à quoi on s'accroche, et à quoi, qu'est-ce qu'on saisit le plaisir, on ne saisit pas la douleur, hein. On saisit le plaisir, pas la douleur. Et la saisie, c'est à cause du samsara. La saisie est la cause immédiate du samsara. Bon, la cause historique, on pourrait dire, c'est l'ignorance. Mais la cause immédiate, c'est l'attachement. Et l'attachement à quoi? L'attachement au plaisir. Et donc, pour la personne, pour le vrai pratiquant, pour le vrai gourou, pour le vrai yogi, c'est le plaisir. Et je crois que dans le Samgata Sutra, on trouve cela. On n'a plus peur de plaisir que la douleur. Pour la personne qui est renée dans les royaumes inférieurs, eh bien, elle a moins peur de renaître dans les royaumes inférieurs que de renaître dans les royaumes supérieurs. Et la personne qui a vraiment peur des royaumes inférieurs va alors vraiment avoir peur de renaître dans les royaumes des dévots parce qu'elle sait que ce n'est pas la solution, parce que après, il faudra de nouveau renaître dans les royaumes inférieurs. Donc, en retraite, on a cette opportunité de voir que l'inconfort, que le petit inconfort dont on fait l'expérience dans l'assise à cause de notre manque de réalisation, et après un certain temps, on va s'y habituer. Et donc, alors, nous commençons à changer notre perception de le plaisir et de la douleur. C'est quoi vraiment l'obstacle? Est-ce que c'est le plaisir ou est-ce que c'est la douleur? Donc, quoi qu'il en soit, et ça, ce sont les trois principaux obstacles qu'on rencontre. Et le méditant, quand il commence à méditer, donc, il va rencontrer la distraction, le plaisir, la douleur et la léthargie. Mais en ce qui concerne les distractions, s'il y a très peu de distractions, alors bon, je ne veux pas commettre la même erreur qu'hier de ne pas expliquer la pratique, mais donc commençons. Donc commençons avec la méditation marchée, sinon je me perds. Donc commençons avec la méditation marchée. Donc on y reviendra à shamatha, etc. On reviendra à ce sujet
aux obstacles. Mais bon, maintenant, il faut que vous sachiez ce que vous êtes supposé faire, parce que la moitié d'entre vous est nouveau. Donc la marche, hein. Marchez. D'abord, de la même façon que vous êtes toujours assis sur le même coussin, au même endroit dans la pièce. Et donc pour la marche, sauf l'après-midi quand il fait très chaud, donc là c'est peut-être très difficile de trouver de l'ombre et un endroit frais, mais sinon, à part la session d'après-midi, où vous pourriez changer s'il fait vraiment trop chaud, sinon vous devriez trouver restez toujours au même endroit, parce que sinon, si vous prenez la place de quelqu'un d'autre, ça risque de l'irriter, de la déranger. Donc essayez de rester à chaque fois au même endroit pour la méditation marché. Parce que, et pourquoi est-ce qu'on est toujours assis au même endroit dans la pièce? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas à chaque session? Euh, Eh bien, parce que on laisse effectivement une certaine énergie et on se sent un peu comme chez soi. Et que, quand vous avez habité au même endroit pendant longtemps, eh ben, dès que vous ouvrez la porte, vous vous sentez confortable. C'est chez vous. Eh ben, c'est, c'est, c'est un peu comme si on avait laissé une certaine énergie, comme si vous aviez laissé un peu de vous dans cette maison. C'est comme s'il y avait un peu de vous dans cette maison. Et donc que vous rejoignez cette partie de vous. Il y a une familiarité. Eh bien, être assis sur le même matelas, sur le même coussin, session après session après session, ça crée ainsi une familiarité. Et si on change d'endroit, eh ben, c'est comme si à chaque fois on recommençait à zéro, et de nouveau. Et donc, de la même manière, quand on fait la méditation marché, on crée une certaine énergie. Et donc, en méditant, en faisant la marche au même endroit, eh bien, c'est comme si vous continuiez la pratique. Pas comme si vous recommenciez à zéro à chaque fois, comme si vous recommenciez de nouveau à chaque fois. Sinon, ce matin, vous marchez là, cet après-midi, vous marchez à un autre endroit. Donc, à chaque fois, c'est comme si vous deviez recommencer à zéro. Donc, ça, c'est l'importance de marcher au même endroit. Et donc, quand vous retrouvez cet endroit, eh ben, c'est comme si vous continuiez la pratique. Et 20 ou 25 pas, mentalement, où vous vous dites, donc je vais aller jusque là-bas, vous estimez à peu près 20-25 pas, et puis bah, vous allez, vous venez. Et pas en tournant, hein, vous marchez pas en faisant des cercles, vous marchez tout droit, et vous allez, vous venez, vous allez, vous revenez. D'abord, vous êtes debout et vous êtes conscient d'être ainsi debout. Vous pourriez, à ce moment-là, porter votre attention sur l'abdomen qui se gonfle et qui se rétracte. Donc, vous ancrez votre attention sur l'abdomen qui se gonfle et qui se rétracte. Et puis ensuite, vous commencez à marcher. Si vous n'êtes pas très distrait, si vous n'êtes pas agité, alors vous marchez directement lentement. Et donc, et poser, lever, avancer, poser, etc. Donc, normalement, lentement, mais bon, normalement, pas trop exagéré. Et, parce que quand on dit lever, c'est pas que vous deviez décomposer à ce point-là, hein, c'est pas que vous deviez simplement lever le pied de manière verticale avant de l'avancer. C'est pas comme si vous leviez le pied de 50 cm. Non, vous marchez normalement. Mais bon, on dit bien lever le pied quand on marche, même si on marche normalement. Et donc lever, avancer, poser, etc. Et vous mettez vos bras autour de votre ventre. Bon, pas les bras croisés, hein, surtout pas, ne marchez pas ainsi. Et plutôt donc les bras devant, c'est mieux que derrière. Et puis vous regardez à peu près un demi-mètre devant vous, vous ne regardez pas vos pieds. Entre 50 et 75 cm devant vous, vous portez votre regard comme ça. Mais pas comme si vous étiez en train de chercher quelque chose sur le sol, pas comme si vous aviez perdu quelque chose et que vous étiez en train de le chercher.
Donc, vous portez votre regard sur cet endroit devant vous, mais votre attention, elle est portée sur vos pieds. Et donc, qui se lève, qui s'avance, qui se pose. Donc, et ensuite, vous pouvez décomposer. Ensuite, vous pouvez décomposer en 4 étapes, lever et avancer, poser et toucher, sentir. Ce qui est important, c'est de comprendre les moments de l'esprit, les instants de l'esprit. Quand vous levez, il y a une conscience à ce moment-là du fait de lever. Il y a cette conscience. Et quand vous avancez, il y a cette conscience d'avancer. Il y a une conscience du fait de lever. Et quand vous avancez le pied, il y a une conscience du fait d'avancer. Et ensuite, quand vous posez, il y a cette conscience. Donc à chaque fois, au début, bon, on mélange tout. Et on n'arrive même pas à reconnaître du pied droit et du pied gauche le lever, parce que notre conscience est si faible. Donc c'est comme si tout se déroulait simultanément. Et comme si on volait au-dessus du sol. Lever, avancer, poser, etc. On ne sait pas exactement où on en est. C'est comme si on volait. Donc ça prend du temps. Mais quand l'attention va s'aiguiser, et vous allez arriver à reconnaître, à voir clairement, et le lever, le avancer, le poser et le toucher. Et pour le pied droit, et ensuite pour le pied gauche. Ça va devenir très clair. Et ensuite, comme on le dit, donc vous levez et il y a une conscience de cela. Bien sûr, d'abord au début, vous concentrez dans le sens que vous êtes attentif au simple fait de lever, d'avancer, de poser, de toucher. Donc on s'habitue ainsi, disant tout ça mentalement. Mais au final, il faudra vous concentrer plus sur la conscience au moment où vous levez, au moment où vous marchez, au moment où vous levez, eh bien, il y a cette conscience. Vous êtes conscient de cela. Et je dis encore et encore qu'il nous faut marcher. Il ne faut pas attendre, il faut simplement marcher. Si vous êtes capable d'être attentif, d'attraper et le lever, avancer, poser, super. Mais vous ne devriez pas essayer d'attraper le lever. C'est pas ça l'objectif. Simplement, ça se déroule, le lever, avancer, poser, et parce que ça se déroule, eh ben vous vous souvenez de ce qui se passe. Et donc c'est ça qu'on appelle la mémoire nue et la mémoire non conceptuelle. Et du fait de lever, d'avancer, de poser, de toucher, c'est ça qui doit arriver. Tout doit d'abord se passer avant qu'on en soit conscient. Il faut d'abord que l'abdomen se gonfle et avant qu'on dise gonfler. C'est pour ça qu'on dit laisser, laisser, laisser. Parce que la respiration, on respire. Elle n'a pas besoin de moi pour respirer. Et vous la laissez simplement respirer. Et donc la respiration respire d'elle-même. Et là, laisser ici, ça veut dire pas essayer de vouloir vraiment vous-même respirer. La respiration est là, laissez-la être. Et alors qu'elle est, eh ben vous voyez qu'il y a l'abdomen qui se gonfle, et puis que ça passe. Et donc, ensuite, vous avez l'abdomen qui se rétracte. Et à ce moment-là, vous pouvez dire rétracter, gonfler, rétracter, gonfler, rétracter. Et donc, vraiment, c'est toujours de la mémoire dont il s'agit, parce que c'est très rapide, c'est comme si ça venait de se passer. Mais il vous faut laisser.
Donc ça, c'est très important en fait. Dans la méditation, vous ne devriez pas avoir peur des erreurs. Faites simplement les choses. Parce que les choses, il faut qu'elles soient d'abord faites. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait un très bon exemple. D'abord, et vous devenez accro à quelque chose. Et ensuite, vous savez que vous êtes accro. Mais la première chose qui doit se passer, c'est que vous soyez devenu accro. Et ensuite, vous le savez. Et ben, en méditation, la réalisation ne va pas vous envoyer un télégramme. Hein. C'est pas comme si vous attendiez que ça arrive. Ça n'arrivera jamais. Si on se contente d'attendre, ça ne va jamais arriver. Et ensuite, si vous vous dites, j'ai oublié d'acheter le lait, vous allez acheter. Donc vous devenez plus calme et vous n'attendez pas. Vous ne devriez pas attendre le signe de devenir calme, parce qu'à ce moment-là, vous ne deviendrez jamais calme. Mais parce que vous faites simplement les choses, ben à un certain moment, le calme va arriver. Donc en méditation, si les choses arrivent, alors vous êtes, comme vous êtes attentif, et ben vous allez voir, ah, ça s'est passé. Et donc c'est la même chose. Là, je parlais de la marche, mais vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que simplement, il faut que vous le fassiez. Et alors, les choses vont arriver. Et ensuite, vous vous retrouvez vous-même, tout en faisant ça. Vous vous rendez compte que vous êtes plus attentif, parce que simplement vous le faites et que vous vous appliquez. Et bien, vous vous rendez compte que j'étais bien présent avec le lever, avancer, poser, toucher, etc. Parce que, eh bien, vous vous rendez compte que vous vous souvenez beaucoup plus facilement. Ou, si vous voulez, vous pouvez dire que vous êtes pleinement conscient, ou vous êtes donc vous êtes plus présent. Et donc, lever, avancer, poser, etc. Quoi qu'il en soit, d'abord, il y a cette conscience. Et il y a l'action de lever, l'action de bouger, l'action de poser, l'action de toucher. Ensuite, la pratique effective, eh ben, c'est que il y a cette conscience de lever et vous êtes conscient de cette conscience. Et au moment où vous bougez, et la conscience de se lever est partie, non? Et quand vous posez, eh ben, va s'élever la conscience de poser. Et donc, vous posez effectivement le pied, il y a cette conscience de poser. Et ensuite, toucher, eh ben, il y a cette conscience de toucher. Et à ce moment-là, c'est la conscience de avancer, de poser est disparue. Et donc, ensuite, il va y avoir la conscience que vous levez ou vous posez de manière légère ou lourde, etc. Donc, toutes ces consciences sont esprit, font partie de l'esprit. Et quand nous faisons cela, pour nous, la sensation, c'est comme s'il y avait un esprit qui notait, qui serait conscient de lever, avancer, poser. Un esprit qui est conscient de toutes ces consciences. Comme s'il y avait un esprit. Mais ça, c'est une perception erronée. Il n'y a pas un esprit principal. Il n'y a pas un esprit principal qui serait le possesseur et de toutes ces consciences de lever, avancer, poser, etc. Quand vous levez et que la conscience de lever s'élève, ben, il y a juste cette conscience, uniquement celle-là. Et quand la conscience de poser s'élève et la conscience de lever s'est évanouie, il n'y a plus simplement que cette seule conscience. Donc il y a simplement des moments de conscience, des moments d'esprit. C'est pas qu'il n'y a pas un esprit général qui perçoive tous ces moments. Donc la méditation marcher, donc c'est comprendre les moments de l'esprit. Les moments qui s'élèvent et qui passent.
la conscience de s'élever, cette conscience s'élève et ensuite meurt. Donc l'esprit constamment s'élève et meurt, s'élève et meurt. Donc des moments aussi. Donc c'est ça qu'est l'esprit, des moments. Et l'esprit constamment s'élève et passe dans le sens et donc l'esprit s'élève en dépendance de quelque chose. L'esprit s'élève en dépendance de la conscience de s'élever. Mais s'il n'y avait pas le pied qui se levait, la conscience du pied qui se lève ne s'élèverait jamais. Et quand le lever du pied cesse, la conscience de cela cesse aussi. Quand l'abdomen se rétracte et que la conscience de cet abdomen qui se rétracte s'élève, et quand l'abdomen se gonfle, à ce moment-là, la conscience de cela s'élève et il y a une pensée qui s'élève. À chaque fois qu'il y a douleur, il y a une conscience de la douleur. Je suis dans la douleur et j'en suis conscient. Et quand il y a plaisir, eh bien, il y a conscience. Et quand le plaisir passe, cette conscience passe. Et donc tout ça, ce sont des esprits et qui s'élèvent et qui passent. Donc tout ce dont nous faisons l'expérience, l'esprit, est basé sur quelque chose qui se passe, l'esprit qui le perçoit. Et quand cette chose passe, l'esprit correspondant également passe. Et donc, par exemple, s'il y a gonflement de l'abdomen et cette conscience d'une longue respiration, cette conscience également. Et quand la respiration va être finie, donc constamment, et il y a des consciences qui naissent et qui meurent. C'est ainsi qu'est l'esprit. Et des moments mentaux qui s'élèvent et qui passent. Donc, mais l'esprit n'est pas... L'esprit est fait de moments. Il dépend de ces moments. Un son s'élève, une conscience s'élève. Et ensuite, quelque chose s'élève et la conscience du son cesse. Et ça, c'est aussi une conscience, la conscience que ça cesse. Même chose avec le goût, avec le toucher. À chaque fois qu'on fait l'expérience de quelque chose, une conscience s'élève. Et quand cette chose passe, la conscience correspondante cesse aussi. Et donc ici, on parle de la conscience de l'esprit. Donc si on médite sur l'impermanence de l'esprit, l'esprit constamment s'élève et passe. Et en quel sens? Dans le sens de ces consciences ces consciences de quelque chose qui s'élève et qui passe. Donc que nous en soyons conscients ou pas, et quoi qu'il en soit, et ça s'élève et ça passe. Et donc, dans la méditation marché, d'abord, vous êtes conscient de l'action, et ensuite, vous êtes conscient de la conscience de cette action, et ensuite, vous êtes conscient de comment cette conscience s'est élevée et est passée. Parce que ça, c'est la conscience de l'esprit lui-même. Ensuite, quand la conscience devient plus aiguisée, et vous pourrez voir que dans le pied qui se lève, il y a dans ce mouvement, il y a tant de choses, une intention, et des sensations, etc. Tant de choses qui toutes s'élèvent et passent. Donc quand vous élevez le pied, et donc en même temps, il y a soit une sensation de légèreté ou une sensation de lourdeur, mais il y a aussi une conscience de cela. Dans un simple mouvement, il y a tant de choses, et pas seulement ça, mais entre le moment où vous levez le pied et le moment où vous l'avancez, et il y a une mémoire, un souvenir qui pourrait s'élever. Et ce souvenir pourrait être un souvenir de quelque chose, ça pourrait être quelque chose d'il y a plutôt longtemps, d'assez longtemps. Et vous allez voir que dans ce court instant entre le lever et l'avancée, ça prend combien de temps? Une fraction de seconde. Mais vous pourriez quand même avoir une très grosse distraction dans cette fraction de seconde. La distraction entre le moment où vous levez votre pied et le moment
où vous allez le poser. Donc c'est vraiment un moment extrêmement court. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pourriez être rentré à la maison, avoir conversé avec quelqu'un, être revenu, et vous n'avez pas encore posé votre pied en cet simple instant. Et si vous êtes très concentré, et ben vous allez voir que cet espace dans votre esprit, donc entre le moment où vous avez cette conscience de lever le pied et vous allez vous rendre compte qu'une distraction s'est établie, mais que pourtant vous avez été capable de voir le lever et le poser, parce que vous êtes très concentré, très présent. Et donc vous allez à ce moment-là voir cela. Vous allez voir qu'une distraction a pris sa place dans ce très court instant. Et donc, à ce moment-là, on commence à avoir une idée de ce que ça veut dire qu'un moment de conscience, qu'un moment d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence à en avoir une idée. Et ben, en fait, ça veut dire et à quel point l'esprit va rapidement, avance rapidement. Et donc, à quel point l'esprit bouge rapidement. Donc ça crée la condition. Souvent, on dit que, bon, c'est Ananda. Vous savez, Ananda? Il est dit que Ananda est devenu Arhat après une méditation marchée. Mais on ne dit pas que Ananda soit vraiment devenu Arhat à cause de la méditation marchée. Ou que parce que tel autre, parce qu'il était assis tout droit, est devenu Arhat à cause de cela. Ou parfois, bon, on raconte des histoires de quelqu'un qui a généré la vision profonde alors qu'il était en train de cuisiner ou en train de faire une autre chose. Mais le truc, c'est que on avait créé la condition. Donc constamment, on crée la condition. Et ça dépend de l'individu, quelle condition est plus appropriée, va être plus conductrice. Et donc, c'est pour ça que dans les pauses, et par exemple, on est toujours attentif. Et c'est ce qu'on fait en retraite. La retraite, c'est pas simplement marcher et être assis. Les pauses sont très importantes dans la retraite, ou quand vous vous lavez, ou quoi que ce soit que vous fassiez, toute la journée, si vous êtes attentif, eh bien, constamment, vous créez la condition qui, en accord avec votre personnalité, avec votre histoire, eh ben, ça va vous permettre de générer une vision profonde. Ça pourrait être n'importe quelle situation. Ça pourrait être pendant la marche, ou pendant que vous êtes assis, ou pendant la pause, ou vous êtes en train d'entendre un son, ou vous êtes simplement attentif, conscient de ce que vous goûtez, touchez, ressentez. Ça pourrait être à n'importe quel moment. Donc tout instant est bon pour créer les conditions. Et tant qu'on est attentif, tant qu'on est conscient. Bien sûr, en général, l'assise en général est un type de condition. Est un type de condition qui est plus propice pour la méditation, l'assise. Mais ce n'est pas la seule condition propice. C'est pas absolument comme ça. Ça dépend. Il y a certains individus qui génèrent qui génèrent d'abord shamatha, d'autres qui génèrent d'abord la vision profonde. C'est pas figé. Et donc, en ce qui concerne la marche, voilà. Même si vous ne méditez pas, mais là-dessus, bon, le fait de lever est dû aux 5 éléments. Le fait de bouger le pied est dû aux 5 éléments. Et rebaisser le pied, ça c'est l'élément eau, toucher, c'est l'élément terre. Donc le corps est fait de ces 4 éléments. Et une fois que les 4 éléments arrêtent de fonctionner, le corps devient un cadavre. Et donc ce sont ces 4 éléments qui permettent au corps de fonctionner, de bouger, de fonctionner. Sans ces 4 éléments, on ne pourrait pas bouger, il pourrait y avoir aucune activité. Maintenant, pendant la méditation marchée, vous n'essayez pas d'identifier l'élément feu.
Simplement, vous savez que le lever est dû à l'élément feu, le avancé est dû à l'élément air, le posé est dû à l'élément eau et le toucher est dû à l'élément terre. Et puis également, c'est une bonne façon d'équilibrer. Parce que quand on est assis toute la journée, c'est très fatigant, c'est très difficile. Donc c'est un bon équilibre. Assise et marcher, assise, marcher, méditation assise, méditation marcher, pause. C'est un bon équilibre. Et puis quelqu'un a demandé, est-ce que je me concentre sur la respiration quand je marche seulement au début? Ou si vous êtes très confus ou distrait, ou que à ce moment-là, vous vous arrêtez et vous êtes conscient d'être simplement debout là, vous êtes conscient de cela, et puis là, vous pouvez porter votre attention sur la respiration, peut-être pendant quelques minutes, l'abdomen qui se gonfle, qui se rétracte, et puis ensuite, vous reprenez la marche. Mais sauf ce court moment, l'attention est principalement sur votre corps, sur votre pied, sur vos jambes, et tout ce qui bouge, vous êtes conscient du mouvement. Et l'idée, c'est que plus vous êtes attentif, plus vous êtes présent, alors eh ben, l'esprit devient ainsi le shamatha, le calme mental. Et donc, si vous avez une session très concentrée sur la marche, vous allez voir que l'esprit devient très calme. Et donc, c'est aussi une bonne préparation pour l'assise. Ensuite, quand vous asseyez, la respiration. Donc, si vous êtes très distrait, donc quelqu'un demandait est-ce qu'on peut compter la respiration? Oui, vous pouvez compter la respiration. Ça, c'est si vous êtes vraiment très distrait. Si vous êtes très distrait, alors vous pouvez commencer à compter de 1 à 5, par exemple. Mais bon, la distraction pourrait être telle que même vous pourriez ne pas arriver à compter de 1 à 2. Avant même d'arriver à 2, vous êtes déjà pris par la distraction. Bon, vous n'en êtes peut-être pas à ce niveau, donc tant mieux. Mais si vous comptez de 1 à 5, c'est facile d'être distrait dans l'intervalle. Donc, soit vous comptez inspiration 1, expiration 2, ou alors vous comptez inspiration 1, expiration 1, inspiration 2, expiration 2, etc. Mais parce qu'on fait cela pour obtenir vipassana, pour obtenir la vision profonde, eh ben, au final, il va vous falloir laisser la respiration respirer d'elle-même. Donc laissez la respiration respirer. Et pour parler strictement, la conscience de la respiration ou la pleine conscience de la respiration, on n'atteint pas et la concentration centrée en un point avec la respiration, avec l'objet de la respiration, parce que la respiration bouge pour obtenir la concentration centrée en un point. Il vous faut un objet qui soit stable, mais la conscience de la respiration va amener. Donc il y a une concentration moment après moment, et donc il y a 3 niveaux. Et dans la pratique de la vision profonde, ce qu'on emploie pour pratiquer la vision profonde, on a besoin de la concentration moment après moment, instant après instant. Les choses bougent, des pensées s'élèvent et passent, les sensations, les états mentaux. Et donc, silencieusement, on observe ce qui se déroule. C'est ça, c'est ainsi qu'on pratique la vision profonde. On observe les choses. Il faut que les choses arrivent, se passent, se déroulent. Sinon, on ne pourrait pas générer la vision profonde. Mais avec la concentration centrée en un point, on ne peut pas générer la vision profonde.
D'abord, vous générez la concentration centrée en un point, mais à ce moment-là, vous avez stabilisé l'esprit, mais l'esprit doit alors encore bouger pour pouvoir comprendre la nature de l'esprit. Donc si vous voulez comprendre, bien sûr, une fois qu'on a stabilisé l'esprit, alors vous avez le contrôle. Donc ça, c'est le grand bienfait de la concentration centrée en un point, c'est que ayant atteint ce niveau, alors nous avons le contrôle. Mais pour la vision profonde, l'esprit doit bouger, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Et donc, comment est-ce qu'on comprend l'impermanence si rien ne se passe? Comment allons-nous comprendre l'impermanence si rien ne se passe? Comment allons-nous comprendre le conditionnement si rien ne se passe? Et donc, puisque l'esprit de toute façon bouge, donc pour nous, l'esprit bouge. Donc, la condition pour que la vision profonde arrive est toujours présente. On n'a pas créé cette condition pour la vision profonde. Elle est toujours présente. Et parce que l'esprit bouge toujours. Donc il nous suffit qu'on y soit attentif. On n'a pas besoin de stopper l'esprit. Et donc instant après instant, la concentration moment après moment, on dit qu'on rend l'esprit silencieux. Et rendre l'esprit silencieux, ça ne veut pas dire stopper l'esprit. Quand on dit rendre l'esprit silencieux, et silencieux comme un gong, je n'ai pas compris. Et ça ne veut pas dire stopper l'esprit. Et silencieux comme... Et ce que vous allez stopper là, c'est... Et le bavardage, c'est pas les pensées elles-mêmes, c'est pas l'esprit lui-même. C'est le bavardage intérieur que vous allez cesser. Les sensations sont toujours là, les états mentaux s'élèvent toujours, mais tant qu'il n'y a pas de bavardage intérieur, l'esprit est silencieux. L'esprit est silencieux. Donc c'est ce bavardage intérieur qu'on essaie de stopper, rien d'autre. Et moment après moment, avec la respiration qui s'élève et qui passe, vous êtes conscient de cette respiration qui s'élève, qui passe. Si la respiration est longue, longue, si la respiration est courte, courte, donc vous êtes conscient de tout ça. Donc la respiration bouge, mais si vous êtes toujours sur l'objet, longue, longue, courte, courte, et s'élève. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de bavardage intérieur. L'esprit est simplement silencieux et se calme. Et ça, c'est la concentration moment après moment. Si une pensée s'élève, eh bien, vous notez pensée. Si une sensation s'élève, vous notez sensation. Et donc, si l'esprit est capable de ne pas s'impliquer, de ne pas suivre, et que vous êtes simplement conscient, sans vous laisser emporter, alors vous êtes concentré sur tout. Vous êtes concentré sur tout. Et ici, quand on dit concentré sur tout, ça veut dire concentré sur chaque moment de l'esprit. Donc sur chaque moment de l'esprit, l'esprit ne s'arrête jamais. Donc il y a des moments d'esprit, des pensées, des sensations, ceci, cela, constamment. Vous êtes conscient de cela, ceci, conscient de cela. L'esprit bouge. Et cependant, vous êtes concentré. Et donc la concentration, moment après moment, va produire le calme mental. Et puisque votre esprit de toute façon bouge, c'est pourquoi il est mieux de cultiver cela, plutôt que d'aller directement à la concentration centrée en un point qui est si difficile et si frustrante. Alors, vous pourrez passer à la concentration centrée en un point. Mais pour la concentration centrée en un point, il vous faut d'abord commencer et à vous concentrer moment après moment. Et donc, avec la concentration moment après moment, qu'est-ce qu'on fait deux choses en même temps, ou alternativement si vous préférez. Et d'abord, d'un côté, on rend l'esprit silencieux, l'esprit est calme, il n'y a pas de distraction, parce qu'il y a cette concentration moment après moment. Donc d'un côté, l'esprit est silencieux, mais d'un autre côté, on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe, vipassana, vision profonde. Donc on pratique les deux en même temps. Et le calme mental et la vision profonde. Le calme mental, instant après instant, quoi qu'il s'élève, vous en êtes conscient.
Et parce que vous êtes conscient, eh ben vous savez ce qui se passe. Et donc vous voyez l'impermanence, le conditionnement, etc. Le fait qu'il n'y a personne derrière, le fait qu'il n'y a personne derrière la sensation. Petit à petit, on va voir cela. Il n'y a personne derrière les pensées. C'est simplement la pensée.